parfait. Si vous voulez, on peut commencer par la lecture de l'extrait. On ignore souvent que les parfums ont pour base une sécrétion animale que l'on déguise avec une odeur florale. Nous redoutons tellement notre odeur animale. Il faut être humain et rien que cela. Ne jamais quitter sa place, rester tout en haut de la pyramide. Mais ce n'est pas le cas de tous les êtres vivants. Il y a parfois de drôles d'affinités entre les animaux et les plantes. On dirait par exemple que les chats trouvent dans les buis une sorte d'alter ego. Peut-être y a-t-il aussi d'inexplicables sympathies entre les plantes et les pierres, qui sait. Le saxifrage par exemple, qui s'insinue au creux des pierres, au point de les briser. Un amour-passion en somme, qui, comme toujours, cherche à détruire. Le malheur fit qu'il fallut un jour vendre les buis. Je dus renoncer à la maison qui contenait ma famille et son histoire. Mais mon chat maintenait tout cela en vie. La maison de guingois, les volets démolis, le bruit des graviers sur nos pas, les soirs d'été sous le ciel bleu marine où flottait la fumée de la pipe de mon grand-père, les petits matins parfumés qui s'insinuaient comme des voleurs dans la maison endormie. Mon chat contenait cela, tout le passé, toute ma vie. Les yeux des chats conservent jusqu'à leur dernier jour une éternelle jeunesse. On n'en revient pas qu'ils puissent mourir un jour. Mais on dirait qu'il va pleuvoir, ajouta la jeune femme aux yeux jaunes en se frottant l'oreille avec le dos de sa main. J'ai une petite question simple pour commencer. D'où vous est venue cette idée de nouvelle sur les plantes? En fait, c'est plutôt sur les arbres. Mais sur les arbres, oui. En fait, au départ, c'était pas une idée d'écrire sur les arbres. Au début, c'était l'idée d'écrire sur l'éternel retour des choses. Ainsi, on le voit dans la première nouvelle intitulée Les Lentes. Un homme souffre beaucoup du fait que son arbre le rend allergique. Il passe des années et des années à souffrir. Un jour, il se résout à l'abattre. Et là, il continue, il persiste à avoir ses allergies. Et un médecin vient et lui prescrit des granulés qui s'appellent Elantheus. Et en fait, ce sont des granulés d'élan. Donc je me suis dit, en fait, je ne savais pas trop où j'allais au départ, comme tout le monde. Hein. Et finalement, je me suis dit que ça serait bien de faire un récit dans le récit et qui se déroulerait aux alentours du Père-Lachaise, dans tous ces petits quartiers où quand l'été arrive, les gens mettent une table dans une allée et font des espèces de dîners de quartier assez sympathiques, je suppose. Vous avez écrit en épigraphe du livre « Chaque jour nous offre une nouvelle démonstration. Il n'y a pas la nature et l'homme, les plantes, les animaux et les hommes. Tous ensemble, nous ne faisons qu'un. » Et c'est ce qu'on remarque bien dans vos nouvelles. Les plantes sont liées aux hommes. Elles représentent parfois les hommes. Je pense par exemple à la nouvelle Les Deux Cloches. Pourquoi pensez-vous que les hommes et les plantes sont inévitablement liés? Parce que c'est une continuité. Hein. Bien avant que nous arrivions sur Terre, il y avait surtout des arbres, des plantes. Et donc c'est une continuité. Je pense que les arbres ont la mémoire du monde. Hein. Et qu'il y en a même qui ont 5000 ans, 2000 ans, 3000 ans actuellement, qui vivent encore. Donc ils sont bien plus anciens que nous. Et je pense aussi que chaque individu porte en lui un peu la mémoire de sa famille, de ses ancêtres, et peut-être même aussi la mémoire du monde. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de coupure. Oui, et également les plantes ont des comportements qui sont très... Enfin, de plus en plus, on étudie les plantes et les arbres, on se rend compte qu'il y a bien des comportements qui sont équivalents chez les animaux, chez les plantes et chez les hommes. Par exemple, l'entraide, et puis la communication souterraine par le mycélium des champignons. Les arbres établissent sous la terre de véritables connexions qu'on pourrait comparer à Internet. Donc c'est assez étrange. Il ne faut pas exagérer, mais je pense que il y a des choses troublantes de plus en plus et les scientifiques sont de plus en plus intéressés par cette continuité justement entre le monde végétal, animal, humain. Vous avez choisi plusieurs narrateurs qui racontent tour à tour leur histoire liée à une plante, mais il y a tout de même un narrateur, une narratrice principale. Est-ce que cette narratrice peut être à confondre avec l'autrice, c'est-à-dire avec vous? Bien sûr, oui, oui. Toute petite, j'étais fascinée par les jardins. Je me souviens avoir lu un livre qui s'appelait Thérèse et le jardin, où une petite fille confectionnait un jardin avec des... Elle n'avait jamais vu la campagne. Elle confectionnait un jardin avec des bouts de laine, avec toutes sortes d'objets. Et ce jardin était magnifique. Je me souviens aussi avoir aimé beaucoup les jardins japonais, j'en ai même eu un. Et puis maintenant, il y a des jardins partagés à Paris, dans toutes les villes, et c'est formidable. Et puis bon, évidemment, j'adore la nature. C'est pas pour rien que les thérapeutes indiquent souvent des cures
enfin, des simples promenades dans les bois pour se ressourcer, quoi. Et il y a une nouvelle qui est inspirée d'une de vos expériences Oui. personnelles. Oui, La première, la première, justement. En fait, il ne s'agissait pas d'un élante, mais mon père avait une maison de campagne et il y avait un saule pleureur, qui était devenu gigantesque. Et ce saule menaçait la pompe à eau qui commençait à être cassée et à être fracturée. Le sol était fracturé et le saule menaçait la maison. Les racines commençaient à ronger tout. Et mon père, qui adorait ce saule parce qu'il était magnifique, s'est résolu à l'abattre. Et c'était horrible, il a longuement réfléchi et s'y est mis. Il s'y attelait avec des cordes, avec des haches, avec des scies. Tout juste, il n'était pas en larmes, hein, c'était horrible pour lui, ce sacrifice. Et en fait, le saule a été abattu et ça a été terrible. Mais bon, il fallait choisir entre les hommes et les plantes, quoi. Et c'est parfois le cas. C'était un vrai sacrifice, une immolation. Et puis en fait, il y a certainement un rapport entre l'éternel retour, qui était le point de départ de ma volonté d'écrire ce texte, un rapport entre l'éternel retour et les plantes. L'arbre surtout. L'arbre est symbolique de l'éternel retour, c'est-à-dire la vie qui ne s'arrête jamais. Les feuilles tombent, elles deviennent noires, et puis ça recommence, les bourgeons et tout ça, et les fruits. Et c'est un symbole de vie. En fait, finalement, les deux choses étaient liées. Ma première idée et l'aboutissement final. Donc comme on l'a dit, vos nouvelles ont pour thème la nature, les arbres, la végétation. Et vous avez d'ailleurs précisé dans l'argument de votre recueil que les arbres nous parlent du monde. Ainsi, en parlant d'arbres, est-ce que votre livre a-t-il pour but de transmettre une connaissance du monde et d'étendre la portée de votre message? Écoutez, j'espère que de plus en plus les scientifiques, les poètes et les gens qui font de la littérature et les gens tout simplement qui aiment la nature vont prendre conscience qu'on n'est pas si différents des plantes, des choses qui ne parlent pas. On n'a pas besoin de parler pour être intelligent. Il y a toutes sortes d'intelligence, il y a toutes sortes de sensibilités. Et c'est sûr que moi je suis assez investie déjà dans la cause animale. Dans la cause des plantes, je ne suis pas encore. Mais oui, je pense que... Et de toute façon, ce n'est pas du tout une nouvelle chose. C'est pas du tout quelque chose de nouveau. Les anciens le savaient déjà. Et nous, on a fait tout un chemin pour tout s'accaparer, tout maîtriser. Et finalement, on commence à avancer en reculant, finalement. En rejoignant nos maîtres. C'est vrai. Finalement, le choix de prendre un sujet de nature et de le placer dans plusieurs de vos nouvelles en plein cœur de Paris peut sembler un peu étonnant. Est-ce que vous pensez que les villes devraient être plus vertes et proposer plus d'arbres, plus de fleurs, de nature? Et est-ce que vous êtes particulièrement sensible aux défis écologiques auxquels nous faisons face actuellement? Oui, bien sûr, mais malheureusement, je pense qu'il y a des gens très très sincères, comme par exemple Greta Thunberg. Mais je pense que tous ces discours et toutes ces volontés sont largement exploités par les politiques et par l'argent. Et je ne suis pas sûre que le mouvement écologiste soit toujours très, très clair. Et je ne sais pas s'il n'est pas trop tard en plus. Je ne sais pas. Enfin, il faut être optimiste. De toute façon, ça ne sert à rien de se lamenter, surtout devant des jeunes comme vous. Mais c'est à vous de prendre le relais, de réparer toutes les âneries qu'on a faites, si c'est possible. C'est un gros défi. Oui. Merci beaucoup. Et moi, je suis très contente que vous m'ayez ouvert cet espace. Oui. C'est pas si souvent qu'on est écouté. Donc je suis très contente et je vous remercie beaucoup. On a beaucoup aimé le livre et c'est très gentil. on espère que les lecteurs... Qui sera lu par de nouveaux lecteurs.